Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très bienvenue dans Cinéphile Serfi, j'espère que vous allez tous très bien bienvenue dans cette nouvelle double net critique où je vais faire où je vais faire deux critiques 100% spoiler en deux parties de deux films que je suis allé voir au cinéma. Donc je vais aborder dans l'ordre chronologique des films que je suis allé voir au cinéma le jour même, tout simplement. Je vais aborder tout d'abord Indomptable, le nouveau film de Thomas Nigel qui l'a aussi scénarisé avec Patrick Rocher. Faut savoir que Patrick Rocher, c'est le frère de Carole Rocher. Carole Rocher qui est la femme de Thomas Njol. Donc du coup, un film qui est, enfin un genre de film cette fois-ci qui est pas du tout dans la comédie cette fois-ci et qui est dans le côté dramatique, qui est dans le côté policier, thriller, enfin plus policier pardon, et film d'auteur vraiment intimiste des plus ancrés on va dire, tout simplement. Et en seconde partie, je vais aborder The Life of Chuck, le nouveau film, un nouveau film qui est encore adapté d'un best-seller de Stephen King. Stephen King qui est un de mes auteurs préférés à la base. The Life of Chuck, c'est assez particulier, mais on va y aborder ça en détail, bien sûr, dans la critique en question, en seconde partie dans la vidéo. Avec au casting, excusez-moi, je relève la notification, toujours les mêmes merdes sur mon ordinateur, où il y a justement dans le casting principal j'allais dire, pardon, Tom Hiddleston, excusez-moi, ma langue allait fourcher, j'allais dire une connerie. Tom Hiddleston avec notamment Chiwetel Ejiofor, avec Karen Gillan, l'une de mes actrices préférées. Justement, pour l'une de mes actrices préférées en tout cas, j'en avais fait un top 5, vous irez voir en description sur le lien en question, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi par rapport un peu au sujet que j'avais abordé sur ma chaîne YouTube, enfin l'un des sujets que j'avais abordé sur ma chaîne YouTube. C'est pas vraiment ça le sujet, mais voilà. Et aussi au casting, il y a Marc Hamill, j'ai vu qu'il y avait aussi Jacob Tremblay, tout simplement. Et il y a aussi l'acteur qui joue Sammy dans les films live action, enfin les premiers films live action de Scooby-Doo, notamment. Et donc voilà, un film qui se veut dramatique, comment dire, une sorte avec un côté surnaturel, un côté vraiment étrange et mystérieux qui est fidèle au roman de Stephen King, tout simplement. Mais on va aborder ça en partie spoiler, enfin dans les critiques 100% spoiler, excusez-moi. Donc voilà, l'introduction que je voulais faire par rapport à ces films-là. Donc on va commencer par Indomptable de Thomas Ndijol. Que nous raconte tout simplement l'histoire de Indomptable. En fait, on va suivre Zachary, qui est joué par Thomas Ndijol, qui vit dans l'Afrique profonde, tu vois, qui vit, si je dis pas de conneries, c'est qui vit excusez-moi, je vais chercher exactement la nationalité du bonhomme, enfin la nationalité de où se passe l'histoire, pardon. Il me semble que c'est, pour pas que je dise de conneries, voilà, à Yaoundé, voilà. Yaoundé, exactement, ça se retrouve. Ouais, Cameroun, ouais, c'est ça. Ça se trouve, tout simplement, ça se déroule au Cameroun. Et on va suivre l'histoire de Zachary, qui est père de famille assez strict et assez sévère, et aussi un policier efficace et enquêteur dans la ville en question dans laquelle il est, Yaoundé tout simplement. Et justement, ce personnage-là qui est joué par Thomas Nijol. Et en gros, il va y avoir un meurtre qui va se dérouler, il va suivre au fur et à mesure son enquête, au fil de l'histoire. Et en parallèle, il va devoir supporter et comment dire, gérer les crises que vivent sa famille, tout simplement. Les problèmes qu'il a par rapport à sa famille, ses enfants, sa femme. Donc, c'est beaucoup de choses qui s'entremêlent par rapport à tout ça. Bon, c'est un peu décousu mon résumé, mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Indomptable? Et bah franchement, c'était une très bonne surprise. C'était un excellent film. C'est vraiment le genre de film d'auteur et intimiste que je recherche vraiment entre quelque chose de simple, on va dire qui fait avancer l'histoire, et à la fois des moments de pause intimistes qui en fait qui font développer, on va dire, la mentalité et la psyché du personnage et qui le fait remettre en question quoi qu'il arrive. Parce que quand on voit le parcours du personnage de Zachary en question, à la fois il est perturbé de ne pas forcément trouver directement le tueur et qu'il est comment dire dans cette idée d'essayer de trouver des pistes tout ça, et que parfois il peut avoir une confiance un peu aveugle par rapport aux habitants, mais qu'il essaye malgré tout d'avoir un recul par rapport à ça et d'avoir de l'humanité, euh, mais que malgré tout voilà c'est un vrai keuf, et que c'est un vrai keuf qui fait réellement son boulot et qui est réellement radical et qui sait dire les termes quoi qu'il arrive. Je repense par exemple à son collègue à la police, où il y a une scène assez intéressante où justement il y a son collègue qui fait une connerie,
Et tu as justement, avec sympathie, Zachary qui essaye de le redresser, tu vois, et de lui dire je comprends que c'est compliqué de ton côté, mais traîner dans la rue, tout ça, faire tes conneries dans la rue, c'est plus possible. Tu dois arrêter ça parce que c'est pour ton bien. Il faut que tu arrêtes de faire n'importe quoi. C'est pour ton bien, c'est pour te sauver la peau si je te dis ça. Donc ce côté vraiment empathique, ce côté ouvert et humain de sa part qui est assez intéressant à ce personnage-là, même si tu vois, c'est un personnage, voilà. Et quand on voit la culture de ce pays-là, du Cameroun, ça se déroule en Afrique, donc ça n'a rien à voir avec l'Occident, ça n'a rien à voir avec le reste de l'Orient. Les Africains, tu vois, rien de raciste dans ce que je veux dire, ils ont une mentalité où vraiment ils ont une mentalité de la justice qui est radicale. Et quand il s'agit de torturer des mecs pour trouver des indices, quand il s'agit d'aller au front et de dire franchement les termes et de se mettre en colère quand il le faut, et ben le caractère est bien retranscrit par rapport aux habitants camerounais et par rapport au comportement de ces gens-là dans ces pays-là, dans ce continent-là qui est l'Afrique. Et ça, c'est très bien retranscrit. La culture en question du Cameroun, de Yaoundé, et avec les tenues, avec les quartiers, tout ça, la façon de parler. Parce que là, on a un bon accent bien africain, tu vois. Avec Thomas Nigel qui a justement bien renoué avec, on va dire, je pense, avec ses racines, si je dis pas n'importe quoi, et qui parle bien avec un accent, tu vois, qui est, comment dire, qui est relié par, je pense, à ses origines, tu vois. Mais en tout cas, enfin, en partie, je suppose, si je dis pas n'importe quoi, pardon si je dis des conneries, mais voilà, c'est un personnage qui a du caractère. C'est vraiment le daron, tu vois, le daron africain qui a du caractère, le daron, tu vois, dans la maison, qui se fait respecter, qui est autoritaire, qui est radical, qui compte bien ses enfants. Par exemple, quand il y a son fils plus âgé qui fait des conneries, qui traîne dans la rue, qui entraîne son petit frère, voilà, dans les conneries, tu peux compter sur Thomas Nigel pour être radical, pour le taper dessus, voilà. Et il lui dit même une phrase au début, tu sais comment il est mort Marvin Gaye à cause de son père. Bon, j'ai pas tout le contexte par rapport à Marvin Gaye, mais il y a cette idée où voilà, Thomas Nigel, enfin Zachary se laisse pas marcher dessus par son fils quoi. Il est radical et il lui avertit, on va dire indirectement, fais gaffe à tes conneries ou sinon voilà, t'auras la colère de ton père quoi, dans ta gueule, littéralement. Du genre, tu seras chassé de la maison, c'est ça qu'il voulait dire en gros, tout simplement. Et c'est très intéressant par rapport à ça. On retranscrit bien le caractère de ce genre de famille-là, de ce genre de culture-là. C'est très bien fait par rapport à ça. Donc là, bravo, bien joué les gars. Thomas et Nigel, les acteurs sont tous incroyables. Nigel, il joue un rôle de composition bien sérieux qui change vraiment. Et aussi d'ailleurs, il y a l'accent bien africain qui est bien retranscrit, ce qui fait qu'il y a les sous-titres, hein. Il y a les sous-titres, ça c'est intéressant parce que oui, qu'il y ait des accents ou pas. Puis de toute façon, pour des films québécois, des films comme ça avec l'accent africain, avec un accent, avec pas un accent français, mais justement avec des mots en français. Tu es obligé de forcément faire des sous-titres pour que tu puisses comprendre la langue. En fait, c'est comme si tu veux, tu étais en école de cinéma, tu étais une wokiste à deux balles qui se permettait genre de critiquer les gens qui sont embêtés qu'il n'y ait pas de sous-titres parce que voilà, ça parle en québécois et que tu comprends pas. Alors qu'en fait, si tu mets les sous-titres, c'est normal que tu puisses voilà, essayer de comprendre la langue, ça n'a rien de raciste par rapport à ça. Et en fait, c'est même moins raciste pour moi d'avoir les sous-titres en dessous pour bien comprendre ce qu'ils se disent. Qu'en fait tu ne mets pas les sous-titres et en fait tu essaies de deviner bêtement que ce soit en anglais ou en espagnol, c'est stupide, tu vois. Et même les étrangers, tu vois, quand ils regardent nos films en français, enfin nos grands classiques français bien sûr d'une grande époque, années 50, années 60, Jean Gabin, Delon, tout ça, je peux vous dire, même Lino Ventura, je peux vous dire qu'ils regardent les sous-titres. Et ils regardent les films avec les sous-titres, ça c'est clair et net. Il n'y a pas à discuter par rapport à ça. Et après, si tu veux apprendre la langue, tout ça, faire des sous-titres avec la langue originale au-dessus, en dessous, tu fais comme tu veux, c'est ton problème. Bref, petite parenthèse que je voulais mettre par rapport à ça. Mais vraiment, ce qui est très intéressant, c'est que le film m'a transporté. L'enquête, elle est très simple et vraiment très humaine dans le sens où vraiment enfin Zachary va être confronté aux gens de la communauté, aux gens du village, tout ça. Et parfois, il peut avoir une confiance aveugle dans le sens où quand il va demander aux témoins il y a des machettes par terre près de votre garage, machin, est-ce que c'est ça qui a servi à tuer à tuer le cadavre, enfin à tuer la victime, tout ça. Et bon, après, tu as le garagiste qui dit non, c'est pas ça du tout. Et tu vois que NJ Joel, il n'insiste pas trop, enfin le personnage de Zachary n'insiste pas trop parce que c'est bien retranscrit dans l'histoire en question qui se déroule au Cameroun, où au Cameroun, bah, ça peut être bah, c'est en fait, il y a un message sous-jacent, on va dire, sur la confrontation que les gens peuvent avoir sur la violence, qui est malheureusement fréquente, quoi.
même la scène d'introduction où il y a les gens au bar, et en fait toutes les lumières s'éteignent, et il y a des coups de feu, machin, et le fait que le village, la ville de Yaoundé, malheureusement, ça soit une ville où c'est en développement, ça peut y avoir des coupures d'électricité, malheureusement le gouvernement, tout ça, par rapport aux impôts sur les habitants, tout ça, on sent que c'est des gens qui sont pas riches, quoi. C'est des gens du peuple, c'est des gens de la classe moyenne ou de la classe populaire, enfin, de ce contexte-là, on va dire, de ce pays-là, enfin, de cette ville-là, en tout cas. C'est très bien retranscrit et tu ressens vraiment le côté famille nombreuse de ces gens-là, de ces communautés-là. Et vraiment, ce réalisme, vraiment, ils essayent de se serrer les coudes. Il y a cette sévérité comment dire, de l'alpha, on va dire, du père de famille, enfin du père de famille, enfin du leader de la famille, c'est-à-dire Zachary qui responsabilise ses enfants et même carrément, on va dire, leur montre, on va dire, comment dire, leur donne les leçons de la vie tout simplement. Et c'est retranscrit même par rapport, et même c'est même retranscrit par rapport à son humanité envers, on va dire, les criminels qui chopent, on va dire les suspects. Par exemple, justement dans le film, il y a un suspect qui s'est blessé en tombant en moto, mais pourtant il se montre humain, il se montre, on va dire, il essaye de comprendre en fait le truc. Il essaye de comprendre dans le sens où Zachary il essaye de s'ouvrir et il dit au mec, il y a des fois, il y a un moment donné où, enfin non, même pas, enfin je confonds avec un autre personnage, sur lequel je vais revenir plus tard. Zachary, en gros, il essaye de l'aider, voilà, il lui demande des indices, voilà, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé, mais il l'emmène quand même à l'hôpital, et il va quand même voir son blessé, en fait, du coup, à l'hôpital, mais tu vois que le blessé, il est presque mort, tu vois ça, il est presque dans les pommes dans l'hôpital en question, dans la salle où ils l'ont mis en question, c'est assez délabré, tout ça. Tu ressens le mal-être de ces gens-là dans une culture, dans un pays où vraiment il n'y a pas, où c'est en développement, où il n'y a pas du tout, on va dire, trop d'infrastructures vraiment bonnes pour ces gens-là, quoi. Où ils sont vraiment dans la pauvreté, c'est ça qu'il faut dire. Et justement, et là, justement, le personnage sur lequel je voulais revenir tout à l'heure, où j'ai failli confondre, Zachary, en fait, il vient voir carrément un témoin, mais en fait, le témoin s'avère être, on va dire, bah, son collègue de la police, qui en fait est relié directement, on va dire, au meurtre de la victime, parce que c'était dû à, si j'ai bien compris, un règlement de compte entre eux, quoi. Et tu pouvais te dire qu'il y aurait un climax par rapport au copain qui débarque péter la gueule à Zachary, mais que justement tu as le collègue policier qui leur dit non, c'est mon collègue machin, je veux pas perdre mon travail, tout ça. Tu as toutes les lumières qui s'éteignent, et en fait Zachary s'échappe en tirant un coup de feu. Mais Zachary va quand même rester jusqu'au bout avec son ancien collègue pour essayer de lui dire quand tu es un homme, tu te dois d'assumer tes responsabilités et d'être capable de te regarder droit dans les yeux devant un miroir pour justement savoir qui t'es. En gros, c'est une phrase comme ça qu'il dit pour justement aider cette personne-là à se remettre en question, même si malgré tout, Zachary a cette conscience de rester droit dans ses bottes et de rester un flic qui doit faire le boulot, littéralement. Et j'aime bien aussi ce côté on va dire, fusil de Chekhov, où en fait, il y a un élément du début qui est mis, c'est-à-dire les lumières qui s'éteignent, acte 1, et à l'acte 3, toutes les lumières s'éteignent, tout simplement. Parce que oui, quand les lumières s'éteignent, c'est quand Zachary, si je dis pas de n'importe quoi, il tire sur un boîtier qui fait péter toute l'électricité, si je dis pas n'importe quoi. Mais voilà, c'est très intéressant par rapport à ça. C'est en termes visuels, en termes de couleurs, en termes de lumière, ça retranscrit bien par rapport à la culture, par rapport au style du pays en question, par rapport à l'ambiance, par rapport à l'environnement de ce genre de culture-là. Et c'est très beau par rapport à ça. Le chef-op a fait un travail de fou. Et, et en plus, je sens que en termes de lumière, c'est assez bien retranscrit, assez fidèle par rapport à tout le film, quoi. Et ça, c'est bien joué par rapport à ça. Thomas Nigel, il est incroyable. Là, il prouve que, tout simplement, pardon, il joue un rôle sérieux. Il peut jouer du sérieux et, comment dire, de la gravité. Et ce qui est intéressant avec son personnage, c'est que il est très sévère avec ses proches, avec ses enfants, tout ça, et que même carrément sa première fille, elle est partie de la maison et que maintenant, certes, elle est majeure, mais elle se prostitue. Et t'as en fait cette responsabilité du père qui est beaucoup trop stricte et qui est beaucoup trop, on va dire, radicale, on va dire, avec ses enfants. Mais il y a aussi ce papa qui est frustré, qui veut protéger sa fille des dangers du monde, qui veut avant tout protéger ses enfants du n'importe quoi. Et même carrément son premier fils, pardon, comme je vous ai dit, son fils aîné, il avait insulté un élève dans sa classe de FDP, voilà. Et t'as Thomas Nigel qui s'emporte et qui est assez violent sur les coups, tu vois. Mais ça retranscrit bien par rapport au caractère des papas de cette culture-là, de ce genre de famille-là, tout simplement. Et tu sens que c'est assez dysfonctionnel dans sa famille, où vraiment
euh, il va réagir comme le genre de père qui réagirait dans ce genre de communauté-là, dans ce genre de famille-là, dans ce genre de communauté-là. Et, mais après, c'est vrai qu'il va avoir des distorsions avec sa femme, qui va le trouver trop sévère, trop strict et trop radical envers ses enfants, ce qui fait que c'est pour ça que ses enfants ne l'écoutent pas. Et voilà, et à un moment donné, il va essayer de rappeler sa fille, Zachary, pour essayer de se remettre en question, pour essayer de cogiter sur sa place réelle, quoi. Euh, T'as cette idée où, voilà, t'as cette idée où, voilà, il va quand même avoir des bons liens avec ses deux derniers fils, ses deux derniers enfants, et encore des petits garçons, avec qui il va regarder un film de Mel Gibson, un film que j'avais vu il y a longtemps, qui est assez violent, pour bien ressentir que quand même, il faut savoir qu'en Afrique, dans ce genre de pays-là, au Cameroun, tout ça, bah, les jeunes enfants sont confrontés directement à la violence, sont confrontés directement à des films violents, quoi. Mais genre des films moins de 12 ans, des films comme ça, quoi. Vraiment avec de la violence pure. Et il n'y a, pas y a pas forcément de restrictions, c'est pas du tout les mêmes lois, c'est pas du tout les mêmes restrictions, il n'y a même pas du tout de restrictions, il n'y a même pas d'avertissement par rapport à ça. Et c'est vrai que les familles et les parents comme ça, ils laissent regarder ce genre de film à leurs gamins. Est-ce que c'est culturellement parlant sur le fait que ça doit préparer aux enfants à la, comment dire, est-ce que c'est pour leur préparer aux enfants à la difficulté du monde? Enfin, je ne sais pas comment dire exactement, mais c'est culturellement, ouais, c'est culturel en fait. Et je ne saurais pas comment l'expliquer. Enfin, je ne suis pas suffisamment expert là-dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y connaissez par rapport à ce genre de fait-là. Mais voilà, il y a même cette idée, même les blagues, en tout cas, même les moments amusants, tu vois, dans le film, sont très authentiques parce qu'il y a même l'accent africain avec les expressions, avec le parler rapide. C'est pas du tout raciste ce que je dis, qui peut être amusant quoi. Et par rapport aux blagues et par rapport à l'accent, c'est un match de fou. C'est un match de fou. Et c'est très réussi par rapport à ça. Ça en fait pas non plus un film comique, parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Ça en fait un film drôle avec des moments amusants, des moments, on va dire, de surprise tout simplement, et des moments inattendus. Mais il y a un vrai gag par contre dans le film. Si on met l'accent de côté, c'est vraiment le moment où tu as le petit garçon, je pense que c'est le dernier, enfin de Zachary, qui regarde du rap machin à la télé. Et genre, le frérot, ah c'est débile, le frérot, en fait il a écrit des paroles de rap, voilà, je vais te serrer meuf, voilà, t'es trop bonne machin. Et t'as Zachary qui débarque et qui lui dit, ah qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi ce carnet, c'est toi qui as écrit ça. Bien joué, fiston. T'es un homme, serre-moi la main, blablabla. C'est vraiment typique du genre de comportement des pères dans ce genre de famille-là qui veulent préparer leurs enfants à la dureté et au côté viril, à être des hommes tout simplement envers les femmes. De vrais hommes, tu vois, respectables. Et qui échappent aussi de la meuf en étant adulte. Après, ce gag-là, pour moi, je ne l'ai pas trouvé douteux. Pour moi, ça n'avait rien de douteux. C'était plus, on va dire, culturellement parlant. Mais il n'y a aucun sous-entendu par rapport à je ne sais quoi. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc voilà. C'est juste un gag amusant et c'est vrai que ça peut se retrouver bah, dans ce genre de communauté-là. Chez les familles blanches comme ça, on ne fait pas ça. Mais par contre, chez des familles typées comme ça, sans être raciste quand je le dis comme ça, mais ça peut se retrouver, c'est authentique, je le dis franchement. Donc, Indomptable, c'est un film que je vous recommande vraiment. C'est un film très simple, une enquête très simple, mais avec une bonne avancée, on va dire, dans le trajet et dans l'évolution du personnage de Zachary. En fait, vraiment, voilà, c'est vraiment une évolution où il doit se responsabiliser. Même son dernier enfant qui arrive, bah, c'est une fille, où il doit justement faire en sorte de montrer l'exemple, cette fois-ci à sa future fille, là où ça a été compliqué avec sa fille aînée, tout simplement, c'est-à-dire son enfant aîné. Mais ça lui permettra peut-être de se rattraper, de se racheter pour devenir un meilleur père responsable et moins dur, et plus dans l'écoute de ses enfants, ce que sa femme justement lui recommandait à la base, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dernièrement sur ce film-là? Ah oui, euh, voilà. Et aussi le fait que, au final, il est tellement efficace comme flic qu'il va être intégré à la police en tant que directeur de la police, ce qui est une bonne chose. Mais quoi qu'il arrive, bon, enfin, ce qui est intéressant aussi dans ce genre de système policier, bon, il y a certes cette idée où Zachary va dire que les Occidentaux ils sont plus en avance, voilà, on peut pas, que chez nous au Cameroun on ne peut pas reconnaître l'ADN directement, tout ça, mais ils vont pas hésiter à torturer les gens, ils vont pas hésiter comment dire, à accrocher des mecs, et mais malgré tout aussi à les relâcher si tu vois qu'en fait c'est pas des mecs qui sont réellement comment dire, coupables ou réellement, comment dire, réellement impliqués par rapport au meurtre ou par rapport à ce genre de crime là. Donc c'était très intéressant par rapport à ça, c'est un film que je vous recommande, ouais, Indomptable, un film excellent, très posé, très simple, pour ceux qui aiment ce genre de film d'auteur très simple et très efficace.
Euh, Thomas Linjol, il est incroyable, la réalisation, il est superbe là-dedans. Les cadrages, les plans d'exposition, même les plans en plongée sur la culture. En fait, il y a même un plan en plongée sur on va dire tout un marché au Cameroun, dans la ville location. C'est très réussi par rapport à ça. Il y a les couleurs qui ressortent bien, le grain et l'atmosphère et la lumière, on va dire naturelle de l'environnement qui est très fidèle au Cameroun en location. Donc c'est très réussi par rapport à ça. C'est une très bonne immersion. Donc c'est un film à aller voir, les amis. Ah si je vous fais une critique 100% spoiler, c'est que forcément vous avez vu ce film-là. Bref, je tombe un peu toujours comme ça, mais voilà. Donc, The Life of Chuck. Bon, malgré Karen Gillan, même si voilà, avant Karen Gillan, faut avant tout faire un bon film, c'est déjà le truc. Ce serait pareil pour n'importe quel acteur, je dirais ça pour n'importe quel acteur ou n'importe quelle actrice. Donc voilà. Bah, c'était un. En fait, le film est pas mauvais. Bon, je suis parti avant la fin, mais le film il est pas mauvais. Le film il a une réalisation incroyable. Il y a vraiment une luminosité, des couleurs, les grands cadrages par rapport au mouvement des personnages qui rappellent vraiment les comédies musicales de Broadway, les vieilles comédies musicales de l'âge d'or d'Hollywood. C'est très intéressant par rapport à ça, d'autant plus que ce qui est intéressant dans le film, voilà, certes, objectivement c'est un bon film, mais c'est un film trop gentil et trop simple qui n'a pas d'enjeu émotionnel suffisant, quoi. Après, le postulat de base, c'est quand même, en fait, les trois actes de l'histoire qui sont inversés. Donc, on commence par acte 3, acte 2 et acte 1. Donc, j'ai regardé les deux premiers actes, mais le truc, c'était hyper simple. C'est que je me disais, attends, c'est déjà fini, ces actes-là. Putain, ça allait vachement vite, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel. C'est un peu bâclé, c'est vraiment ça que ça va nous raconter. Même si la partie que j'ai le plus préférée, c'est l'acte 3 pour l'instant, où en fait on voit que c'est à la fin du monde, qu'il y a des catastrophes de partout, qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de wifi, machin, mes couilles. T'as Chiwetel Ejiofor qui est un professeur dans un lycée qui va être confronté à ce genre de situation-là, et il va voir que le monde part en couille, et que bon, même s'il y a cette ambiance qui plane, on va dire, d'un panneau d'affichage avec un comptable, Chuck, qui est justement joué par Tommy Dustin, certes une pancarte pour rendre hommage au comptable qui a vécu 39 ans, et justement on va voir par la suite que justement Chuck, il a vécu jusqu'à 39 ans et qu'il y a sa femme qui est à son lit de mort parce que Chuck meurt d'un cancer, si je dis pas n'importe quoi, et que sa femme le pleure avec son fils, tout ça, avec leur fils. Un moment qui peut être très touchant. Enfin, je pense que ce que j'ai préféré du film pour l'instant, même si je l'ai pas vu, même si je l'ai vu à moitié et que le film m'a déçu et que c'est pas du tout pour moi ce genre de film-là, la façon dont ça a été fait en tout cas, c'est que voilà, l'acte 3 est très émouvant. Tu sens que voilà, bon, il y a peut-être un clin d'œil avec le terme Suicide Squad parce que on parle de brigade des médecins suicidés, parce qu'il y a des médecins qui se suicident, voilà, et que Karen Gillan joue, on va dire, oui, tout simplement joue une médecin qui essaye de survivre, qui essaye de continuer son boulot, même si voilà, elle essaye de renouer des liens avec Chiwetel Ejiofor, qui est son ex à la base, et qu'il y a un échange un peu sarcastique, mais un peu blagueur et un peu émouvant entre les deux, parce que voilà, ils étaient en couple à la base, voilà. Et je pensais qu'on allait retrouver ça dans l'acte 2, mais que nenni. Mais pour revenir sur l'acte 3, avant que je passe à l'acte 2, c'est que voilà, Karen Gillan, je l'ai trouvée très touchante, très humaine. Après, je sens quand même que Karen Gillan a voulu demander à la prod, ou je sais pas si c'était par rapport à des choix de casting ou des choix par rapport à du copinage, je sais pas quoi. Le fait qu'il y ait le terme Suicide Squad dans le film, bah, ça me rappelle The Suicide Squad de James Gunn. Je sais pas si c'est pour faire du copinage à James Gunn ou si c'était dans le bouquin. Enfin, c'est clairement les deux, quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'ai envie de te dire, ça m'a un peu dérangé par rapport à ça. Tu sens que Karen Gillan a été placé là exprès, même si Karen Gillan joue un très beau rôle de composition. Bon, après, il est très gentil, c'est un personnage très humain, très touchant et, comment dire, assez. Qui se sent seul aussi, mais qui, voilà, essaye de vivre sa vie normalement, quoi. Mais qui est, comment dire, est dans cette discrétion aussi, dans cette idée comment dire, d'être tranquille dans son coin et de profiter des derniers instants de la vie. Bon, c'est Karen Gillan, quoi, tout simplement. Mais voilà, voilà, Karen Gillan qui était vraiment excellent dans ce rôle-là, qui était assez touchant et assez simple, on va dire, d'efficacité. T'as beaucoup de dialogues qui vont se retrouver, qui est du style de Stephen King en termes d'écriture, vraiment. L'échange très humain par rapport à Chiwetel Ejiofor et l'acteur âgé qui était justement dans la série
Falcon et the Winter Soldier et qui était dans Captain America 4, qui joue justement Isaiah, tout simplement. Un échange très touchant où les deux vont parler de leur vie d'avant, euh, pour montrer que euh, la vie est très courte et autant la vivre avec les gens qu'on aime. Autant la vivre avec des gens qui nous parlent, des gens qu'on aime et des gens qu'on apprécie, dont on apprécie la présence et qui nous respectent. Je pense que le film c'était vraiment ça le sujet en question et le vrai message en tout cas. Euh, je sais pas ce que je peux dire dans l'acte 3 parce que c'est en gros la fin de l'histoire. Et en gros, tu as toutes les galaxies papa qui explosent, voilà, c'est l'univers qui touche à sa fin. Et il y a cette idée, et il y a vraiment pendant tout le film, enfin de ce que j'ai vu du film, cette idée où tu as le calendrier de l'année qui en fait résume tout simplement les 15 milliards d'années qui se sont écoulées depuis la création de l'univers, voilà, blablabla. Et je pense que c'est un thème récurrent qui veut nous faire dire que la vie est courte, autant la partager avec les gens qu'on aime avant que ce soit la fin de tout, en fait, tout simplement. J'ai beaucoup aimé une scène, bah en fait la scène qui m'a le plus marqué du film, c'est, et qui aurait pu être peut-être la scène de fin du film, même si ça a été inversé et que le concept original de faire les arcs à l'envers c'était intéressant, mais que en termes d'exécution c'était trop basique et pas du tout assez risqué, quoi. Et je vais y revenir par rapport aux actes 2 et acte 3. Acte 3. Euh, et je pense que ces trois histoires qui peuvent se résumer différemment. La scène où tu as Karen Gillan qui est face à Chiwetel Ejiofor, et en fait, tu as toutes les galaxies qui explosent. Tu as Ejiofor pardon, qui dit je t'aime une dernière fois à Karen, enfin à Karen Gillan, pardon, et écran noir, comme si voilà, tout peut disparaître et on ne peut plus exister. Voilà, je peux parler comme ça, hop, tout disparaît. Enfin, la dinguerie de jusqu'où ça pourrait aller, quoi. Et que l'être humain est insignifiant dans l'immensité de l'univers, et que quand c'est la fin de tout, c'est que c'est irréversible, et c'est le risque, quoi. Et ça me remet en question par rapport à la religion. Je pense que ça peut remettre en question par rapport à la mort, par rapport à la conception de la vie. Il y a plein de thèmes comme ça, il y a plein de thèmes comme ça qui sont intéressants dans le film. J'ai l'air positif par rapport à ce film-là, mais je pense que mais en fait, certes, il y a des moments qui sont vachement positifs dans la majorité du film, mais la façon dont c'est exécuté, pas assez ambitieuse, pas assez risquée, en termes d'émotion, pardon, en termes d'écriture de personnage, c'est pour ça que je suis parti au milieu du film. Maintenant, l'acte 2. En gros, tu as Tommy Dolston, Chuck, qui est adulte, qui est un comptable et qui en fait décide de danser dans la rue, à faire du tempo, voilà. Et par rapport à un flashback qu'elle a de sa grand-mère qui tape sur un ustensile pour danser, voilà, ça va rappeler justement ce qui s'est passé dans l'acte 3 dont on va revenir plus tard. Et en fait, il y a beaucoup de petits liens qui peuvent se jouer par rapport à l'histoire et l'enchaînement de l'histoire, qui sont assez intéressants. Par exemple, la gamine qui était en rouleur dans l'acte 3, on la retrouve dans l'acte 2 en passant dans la rue. Et chez Hotel Jofford qui était dans l'acte 3, on le retrouve dans l'acte 1 quand il y avait Chuck qui avait 10 ans à l'école, tout simplement. Bon, même si c'est un peu une sorte d'anachronisme, vu que Chiwetel Ejiofor, euh, il n'était pas aussi, je pense pas qu'il était, bah, il devait avoir l'âge de 10 ans quoi, à l'époque. Ou alors c'est une sorte de flash du futur. J'ai pas tout compris par rapport à ça. Euh, enfin voilà, peut-être une vision du futur à travers le personnage de Ejiofor, je saurais pas quoi dire, alors que c'est le même décor. Bref, pour l'acte 2, en fait, c'est juste Tommy Hiddleston qui va danser avec une meuf qui s'est fait recaler par son mec, une rousse, une rouquine, une mignonne petite rouquine. Et en gros, voilà, tu vas avoir la voix off qui va raconter les péripéties, on va dire, l'enchaînement, on va dire, des personnages qui sont instaurés dans le décor, c'est-à-dire celle qui va faire de la batterie, voilà, pour, comment dire, pour s'animer en spectacle dans la rue. Et puis, tout simplement, t'as Tommy Hiddleston qui va s'arrêter pour danser avec la rouquine en question. Et ça va s'ambiancer. Et là, en fait, les trois vont se retrouver. T'as la Baptiste qui va. Enfin, t'as oui, la Baptiste qui va leur demander est-ce que vous voulez faire du spectacle avec nous, machin. T'as Tommy Hiddleston qui va refuser. Mais en fait, t'as justement l'artiste musical qui va lui demander pourquoi tu t'es arrêté pour danser. Et t'as Tommy Hiddleston qui va dire, en fait, Chuck qui va dire non, je sais pas. Alors qu'en fait, ça rejoint directement son flashback avec sa grand-mère, avec qui il adorait danser sur la musique, avec qui il adorait danser, avec qui il adorait pardon, regarder des comédies musicales à la télé en cassette, tout simplement. Euh, et en fait, lorsque dans l'acte 1, il y a sa grand-mère de 65 ans bah, qui est morte, bah, ça a fait un vide en lui. Mais en fait, ce flashback justement de son passé qui apparaît dans l'acte 2
ça lui rappelle tout simplement son vécu par rapport à sa grand-mère et ses souvenirs nostalgiques par rapport à sa grand-mère. Et en fait, on peut remarquer que Chuck, il s'est dirigé vers une vie, comment dire, une vie, on va dire, de comptable. Il a abandonné ses rêves d'artiste, malheureusement. Et en fait, je pense que le vrai message du film, c'est en gros, n'abandonne jamais tes rêves, la vie est trop courte, évite tout simplement de te contenter de faire ce que la société te prédestine, et en fait, fonce vers tes rêves pour réussir. Et peu importe réellement ce qu'il en coûte, si tu es entouré des bonnes personnes, si tu es entouré des gens que tu aimes, des gens qui t'aiment, ce sera ta réussite, tout simplement. Et je pense que c'est ça, c'est un film goût amer dans le sens où dans le message, c'est un personnage qui essaye de se chercher. Il aurait pu devenir danseur. Et je pense que, en fait, je pense que je regrette de ne pas être resté jusqu'à la fin du film parce que je pense que c'est tout le message du film en question. Après, l'acte 2 était beaucoup trop simple. T'as Chuck qui repart en comptable, voilà, normal. Mais après, je trouve qu'il n'y a pas d'assez de confrontation. T'as pas genre un Chuck qui va devenir célèbre ou qui va prendre la grosse tête et qui va avoir des ex ou qui va avoir une complication. Moi, j'aurais voulu voir Chuck, en étant adulte, voir comment il a trouvé sa femme qu'on le voit dans son lit de mort dans l'acte 3. J'aurais voulu voir ça, comment ils ont eu leur fils, comment ça s'est passé par rapport à Karen Gillan et par rapport à Chiwetel Ejiofor, parce qu'apparemment les deux doivent le connaître. Ou alors ils sont en train de, comment dire, de vanner de manière cynique sur la publicité, sur Chuck qui était une publicité en mode hommage, en mode merci pour ces 39 ans Chuck, machin. Euh, mais on voit que le visage de Chuck dans ces affiches-là, il est assez ému, il a envie de pleurer quoi. Et c'est pour ça que tu as des visions bizarres d'écran sur toutes les maisons où on voit Chuck pleurer, machin. Un truc assez fantomatique et assez étrange et assez mystérieux toujours de la part de Stephen King. Et c'est très distinctif par rapport à Stephen King, par rapport à ça. Mais voilà, moi je comprends pas les critiques ultra élogieuses sur ce film-là, où tu sens qu'il n'y a pas un long parcours d'histoire de vie, il n'y a pas des péripéties de vie sur comment il a avancé. J'aurais voulu voir Chuck essayer de réaliser son rêve de danseur et d'échouer et de refinir comptable. J'aurais voulu voir des trucs comme ça. Et c'est pas développé malheureusement. C'est plus genre Chuck qui a toujours été aimé de ses proches et qui a toujours été respecté par ses grands-parents et qui vivait avec ses grands-parents alors que ses parents, tu vois, à Chuck, ils sont morts dans un accident de voiture. Euh, tu as certes cette idée où on nous dit que il ne doit pas aller dans la porte du grenier, ne pas aller dans la porte, ne pas aller dans cette pièce-là, ne pas ouvrir cette porte. C'est forcément une référence à Stephen King et par rapport à ses bouquins, surtout par rapport à la chambre d'hôtel de Shining. Excusez-moi du peu, mais voilà, avec ça. Euh, ce petit clin d'œil intéressant. Et le fait que Chuck il soit en deuil et décide à 10 ans d'ouvrir la porte, tout ça, mais que tu as Mark Hamill qui débarque pour le pousser des escaliers violemment, et tu as Mark Hamill qui est choqué en mode qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc? Et il referme la porte, et après il dit qu'il est désolé à Chuck, tout ça. Moi j'aurais voulu de la gravité, moi j'aurais pas voulu que Mark Hamill puisse s'excuser aussi rapidement, quoi. J'aurais pas voulu que ça soit aussi gentil, j'aurais pas voulu que ça soit aussi simple, quoi. Parce qu'on voit pas ce qu'il y a derrière la porte, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Et moi j'aurais voulu découvrir par la suite après ce qui s'est passé, j'aurais voulu que le grand-père avoue et explique l'histoire, on va dire, de ce qu'il y a derrière cette porte-là par rapport à Chuck. Mais c'est jamais exposé jusque-là de ce que j'ai vu du film. Et en fait, c'est surtout ponctué par des moments où Chuck va briller par rapport aux autres, ou quand il va faire des cours de danse, bah, il va montrer le moonwalk et tout le monde va vouloir faire le moonwalk dans sa classe de danse, quoi. Et il va être vu comme une star, il va essayer d'avoir son premier crush, voilà, une jolie petite asiate, de son âge bien sûr. Et ne me faites pas dire ce que j'ai pas à dire, excusez-moi. Donc voilà. Après, il n'y a pas ce côté où vraiment il est confronté directement au pire crapule de l'école, il n'est pas ridiculisé. Même tu vois, quand il y a des élèves qui chèvent dans la classe, il va voir sa professeure, voilà, il parle de sciences, voilà, entre les deux. Et après, voilà, le fait que la maîtresse est juste venue une fois, voilà, et qu'elle ne voulait pas refaire le rôle de maîtresse, enfin le rôle de professeur, en limite, on s'en fout de ça. Et en fait, ce qui m'a gonflé par rapport à ce film-là, et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter, et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter la séance avant la fin, c'est quand t'as Marc Hamill, le grand-père, qui dit à Chuck, ah oui, mais les mathématiques, tu sais, ça sert à plein de choses, à compter, à compter les choses, l'univers, machin, pour faire tout ce que tu veux, pour la mentalité, pour l'intelligence, ces trucs-là. Là-dessus, ça m'a perdu parce que au lieu qu'on m'explique les mathématiques, déjà, par rapport aux mathématiques, je déteste ça et ça m'a saoulé par rapport à ça. J'ai trouvé que, bon, c'était un peu confus, c'était assez
assez, comment dire, inutile dans le récit. Et que ça alourdissait le récit. Je trouve que le personnage de Chuck, il souffre pas assez. Il n'y a pas une vie où vraiment il est assez dans la complication. Il est dans la galère, il essaye de s'en sortir, mais il échoue dans ses rêves. C'est plus un gars normal, chill, enfin un mec normal, c'est-à-dire monsieur tout le monde, qui va faire sa vie comme tout le monde et en fait, qui ne va pas réaliser ses rêves, quoi. Même si sa grand-mère est morte, ça, et que ça peut résonner en lui, comment dire, une sorte d'abandon, le fait qu'il veut l'abandonner. Mais le truc, c'est que je suis désolé, j'aurais voulu quelque chose où vraiment ça soit radical. En fait, il essaie quand même de parcourir ses rêves en trouvant l'amour, je sais pas. Et malheureusement, c'est pas ce que j'ai ressenti. Ce n'est pas ce que j'ai ressenti une seule fois dans le film. C'est pour ça que ça m'a lassé et que j'ai pas trouvé l'instant, on va dire, dramatique, l'instant émotion forte, comme ce que j'ai pu avoir avec Indomptable. Je le dis franchement, je préfère être honnête avec vous, les gars. Euh, je sais que c'est pas un mauvais film, je dirais que c'est un film. Enfin, c'est un film que j'ai pas aimé. C'est pas non plus l'un des pires films que j'ai jamais vu, voilà. J'ai vu largement pire, hein, surtout pardon, même pas. On a vu largement pire en termes de blockbuster, pour vous dire, hein. Et en termes de lumière, c'est bien utilisé. Il y a cet hommage par rapport au film de Broadway, au film de comédie musicale, certes, ok. Et même d'ailleurs, il y a cette blague de même à un moment donné entre Chiwetel Ejiofor et l'acteur de Isaiah dans Marvel, qui est assez amusante par rapport à ça, qui était comme une sorte de même, une sorte de blague en fait, parce que c'est le gars qui n'a pas réussi dans sa vie. Alors que moi, j'aurais voulu tout simplement une histoire certes classique, mais une histoire d'un mec qui puisse s'en sortir, qui essaye de réussir, mais qui se casse la gueule en redevenant comptable, voilà. Mais pas en faire non plus un Forrest Gump, tu vois. Non, non, faire un mec, si tu veux, qui, voilà, en chie littéralement, et qui, bon, voilà, euh, qui tombe dans l'oubli à cause de la célébrité, ces trucs-là. Après, bon, il y a une scène amusante dans le film, c'est quand Tom Hiddleston, grosse palme d'or à lui, quand il commence à danser. Je suis sûr et certain que cette scène-là, frérot, va devenir un mème. Mais genre, littéralement, Tom Hiddleston avec cette scène-là, littéralement, ça va devenir un mème. C'est plié en moins de deux. Autant vous le dire franchement. Bon, je pense que je vais finir la vidéo à 40 minutes. C'est tout ce que j'aurais à dire sur ces petits films-là. En conclusion, Indomptable, je lui mettrai. Bon, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de mettre les notes dans mes notes critiques en question. J'y avais plus pensé jusque-là. Bon, je me dis que ça n'a plus tellement d'importance réellement. Ça peut varier, on va dire, de mes sentiments, de mes émotions. Tout dépend, on va dire, de ce que de si j'en pense ou pas. Bref, voilà. C'est pas aussi important que ça, les notes. Bon, je peux essayer de peut-être vous donner une note par rapport à Indomptable. Moi, ce serait un bon 15 sur 20 par rapport au genre de film que c'est, par rapport à l'acting, par rapport à l'histoire en elle-même. Et Thomas Individual a très bien compris ça par rapport à ça, et par rapport à sa culture, et c'est très bien retranscrit par rapport à ça. Là, votre check, allez, je vais être sympa, je vais mettre un 10,5 sur 20. Parce que le film en lui-même, j'ai envie de vous dire, le film en lui-même, il n'est pas nul, mais j'ai pas accroché. C'est pas la façon dont j'aurais fait pour faire ce genre d'histoire-là. C'est une histoire trop simple, oui, ça manque d'enjeu, ça manque, on va dire, d'impact émotionnel. Et le truc de la porte, j'ai pas compris. Même si je suis pas resté jusqu'au bout, j'avais l'impression qu'ils allaient jamais nous expliquer cette porte-là. Et je pense que. Et là, je me disais, sur le ton de la vague, bah, je pense que même Oda pourrait mieux nous expliquer les secrets de One Piece. Alors que tu vois, ironiquement parlant, quand tu vois Ishiro Oda, il esquive justement tous les mystères de One Piece en ce moment, quoi. Ou encore, j'ai même ressenti par rapport à Mark Hamill qu'il y avait tellement plus de mystères résolus par rapport à Star Wars 7 et Star Wars 8 que justement dans ce film-là, quoi. Bon, blague à part, bon, c'est un film qui est pas non plus mauvais, enfin, objectivement parlant, mais après, c'est un film que j'ai pas aimé, je le cache pas. Donc, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ces films-là, les amis. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui les ont vus, parce que forcément, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous avez vu au moins l'un des deux films en question. Euh, ou les deux, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces films-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes avis ou pas? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Dites-moi tout ça en commentaire, les amis. Quant à moi, je vais vous laisser. Merci à tous de m'avoir regardé. C'était Rafi. On se dit à la prochaine. Salut à tous.